Le directeur général du club est avec nous et on est très content d'avoir Michel Gerlinger dans l'after. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va parler de tous les sujets du moment, mais d'abord, bilan sportif, parce que là, je pense que ce début en fanfare de l'Olympique lyonnais, vous-même peut-être, vous ne vous y attendiez pas. Non, c'est vrai que c'est les premiers 3 matchs, donc on ne peut pas faire un bilan pour l'instant, mais ça a très bien commencé. On est très très content. On a baissé les investissements, donc normalement, tu n'as pas l'expectation que tu vas gagner tous les 3 matchs. Est-ce que après l'été, on va en parler dans un instant de l'été très difficile et de la façon dont vous avez redressé le club, est-ce que quand la saison a démarré, après tout ce qui s'était passé, vous avez eu peur en vous disant il y a une inconnue devant nous, on ne sait pas où on va, est-ce qu'on va jouer deuxième partie de tableau, première partie de tableau, est-ce que c'était un brouillard devant vous? Non, pas vraiment, parce qu'on savait plus ou moins où on était, point de vue masse salariale budget. Donc, c'était clair pour nous qu'on est capable de jouer pour l'Europe, pour les premiers 6 ou 7 places. Donc, nous, on s'est dit, on va être à peu près là-bas. Ça a commencé mieux que ça, donc c'était pas vraiment une peur qu'on avait. Vous avez donné une conférence de presse là, il y a quelques heures maintenant, en rappelant quelques chiffres. Il y a des chiffres qu'on peut redonner ce soir dans l'after parce que vous avez expliqué les pertes lyonnaises depuis le Covid et c'est assez vertigineux. C'est vrai que c'est au moyen 100 millions d'euros l'année de pertes. Wow. Il faut pas oublier que dans ces pertes, c'était des périodes où il y avait de l'argent de CVC, il y avait la vente de la LDLC Arena, la vente des 2 équipes féminines, donc c'était on avait des recettes 100 millions par an. Hein. Ouais. Par an. 100 millions par an, oui, c'est ça. Et 120 sur les 6 premiers mois de l'année. Pardon? Et 120, comme tu le disais, sur les 6 premiers mois de 2025. Exactement, oui. Alors, à Lyon, souvent, on a cherché les responsables de cette faillite financière. Si on dit que depuis le Covid, il y a 100 millions par an, ça veut quand même dire, et on va taper sur personne, mais ça veut quand même dire que ça fait des années que Lyon était mal géré quand même. Au minimum, on peut dire ça. Vous essayez de trouver un coupable déjà, mais... Non, justement, j'ai pas voulu. Parce que le climat à Lyon, j'ai bien compris que ça servait plus à rien de chercher des coupables, parce que ces derniers temps, ça a été très compliqué. Mais au minimum, on peut quand même dire que les problèmes, ils traînent depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une économie du football en France. Ça a commencé avec l'échec de Mediapro. Il y avait la pandémie qui était beaucoup plus grave pour les clubs de foot en France qu'en Allemagne. Et il y avait il y a toujours une situation où les droits de télé ne servent pas pour générer des revenus pour les clubs. Donc ça, c'est une chose qui s'applique pour tous les clubs en France. Nous, en plus, on a construit un stade avec des crédits et c'est toujours une chose où tout doit bien passer. Et si tu construis un stade et après il y a une pandémie, ça tombe dans ces situations assez difficiles. Donc pour moi, c'est des circonstances qui n'étaient pas très favorables au club, mais aussi ça dépend de la situation en général en France, des droits télé. Michel Gerlinger avec nous, DG de l'Olympique lyonnais. Alors on peut dire donc aujourd'hui, début septembre, que si Michel Kang et Arès n'avaient pas injecté de l'argent frais, Lyon n'aurait pas été sauvé. C'est eux qui ont sauvé l'OL. Pour moi, c'est absolument ça, oui. La situation est claire. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, ils ont injecté de l'argent. La contrepartie, vous avez bien insisté là-dessus, c'était de respecter ce que disait la DNCG et l'UEFA. Ça, pour vous n'allez pas déroger à cela. Il n'y a pas de, je dirais même d'espoir, de faux espoirs pour les supporters que vous puissiez déroger à certaines promesses parce que les résultats sont meilleurs, parce que peut-être tu veux dire des dépenser revenus. De l'argent à nouveau. Ouais. C'est pas d'actualité, j'ai l'impression. Ouais. Non, il y a toujours des risques en négatif, mais aussi des upsides sur le positif.
Et on a délivré un budget basé sur la qualification pour l'Europe, pas nécessairement pour la Ligue des Champions, mais pour l'Europe en général. Donc, si on fait bien, on a plus de revenus. Si on fait pire, on a moins de revenus. Donc, c'est ça, en fait. Mais par exemple, prenons le cas Mikotadze. À aucun moment, vous vous êtes dit, il y a une possibilité de le garder? Malheureusement pas, non. C'était impossible et vous ne vouliez pas changer la projection pour essayer de garder une équipe encore plus compétitive. Je crois qu'ils étaient contraints par DNCG et UEFA. Ils ne pouvaient pas, même si Michel Kang avait voulu mettre de l'argent, c'était pas permis. Il y a quand même autre chose, c'est Fofana ou Mikotadze, on va y revenir quand même. Et est-ce que ce qui s'est passé cet été sur le mercato, pour que les supporters lyonnais se préparent, ça va être le plus difficile? Est-ce que le plus dur est passé? Parce qu'il y a eu ces ventes importantes, on a parlé des joueurs, il y a eu le travail sur la masse salariale qui a diminué de moitié quasiment, donc c'est un travail de fond. Est-ce que pour les autres mercato, on peut avoir un peu plus d'optimisme? Pour moi, le plus dur est passé, oui. Parce qu'on a dû réduire la masse salariale plus que 50%. Ça, c'est un exercice qui est très, très difficile. Pour moi, les années qui viennent, on doit toujours économiser de l'argent, mais pas autant. C'est vraiment un exercice singulier qu'on a fait cet été-là. Parlons un peu du mercato, enfin revenons un peu sur le mercato. L'épisode de la fin du mercato qui a stressé tous les supporters de l'OL. Florent parlait de Mikotadze. Nous, l'interprétation qu'on a eue, c'est qu'en fait, finalement, vous vous êtes retrouvé coincé parce que Fofana ne voulait pas partir. Au départ, c'était sans doute Fofana que vous vouliez vendre, qui avait une plus grosse valeur. Bon, le problème pour nous, c'était qu'il fallait générer de la trésorerie pour la saison 25-26. Et là, il faut générer des revenus à peu près de ces montants qui sont les valeurs des joueurs comme Malik Fofana, comme Georges Mikotadze. Donc, si on génère les revenus dans l'extra sport, on n'a pas besoin de vendre du tout. Mais trouver un sponsorship ou un investisseur qui nous donne 30, 40, 50 millions pour la saison 25-26, c'est beaucoup plus difficile que vendre un des joueurs. Donc là, il fallait faire... Comment s'est fait l'arbitrage entre les deux? C'est ça la question, parce que pour certains, c'est la bonne version de l'histoire, c'est de dire sportivement, on est meilleur avec Fofana, on peut plus facilement remplacer Mikotadze, donc vendons Mikotadze, ou c'est parce qu'effectivement, comme le disait Gilbert, simplement parce que Fofana n'a pas voulu partir? Ouais, nous, on a parlé avec les deux joueurs. Michel aussi, il a parlé avec les joueurs. Et pour Michel, c'était très important de savoir ce que eux ils pensent. Et Malik, il nous a expliqué pourquoi lui, son agent, sa famille, ils ont décidé d'avoir un projet sportif très très clair. Et là, à la fin du mercato, on savait que pour Malik, c'est vraiment un projet sportif de rester chez nous encore un an au moins. Mais est-ce qu'il y a pas quand vous parlez de Michel, c'est Michel Kang. Hein. Déjà, je dis merci pour son honnêteté parce qu'il répond à cette question qui, sur la fin du mercato, a beaucoup animé les débats avec des gens qui peut-être ne croyaient pas ce qu'on disait parce que c'était nos informations. Donc, je remercie le DG de l'OL déjà de dire les choses clairement et d'être honnête sur cette question. Ils ont écouté les joueurs et Fofana n'a pas voulu partir. C'est Mikotadze qui est parti. Edouard, à ce stade, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, c'est juste pour préciser, Michael, tu as parlé en conférence de presse du côté où vous êtes vraiment sous l'emprise, j'allais dire, le regard de l'UEFA qui fait des reportings réguliers. Vous devez justement dire où vous en êtes à chaque moment. Et ça, Mathieu Louis-Jean, le directeur technique, l'a dit, c'est la première fois qu'il faisait un mercato avec un directeur financier ou toi pas loin, quoi. Ah, c'est ça, oui. C'était une équipe de 4-5 personnes. Il y avait bien sûr Michel Kang qui a supervisé tout. Il y avait aussi le directeur financier Jérémy Aoust qui nous a aidé avec la DNCG et un contact régulièrement avec Cécile Huette de la DNCG. Et chaque transaction était vérifiée par la DNCG, mais aussi avec l'UEFA, on avait des contacts réguliers pour compenser la liste A de l'UEFA
Oui, parce qu'il faut bien. Il y a la DNCG, il y a la DNCG d'un côté en France et il y a l'UEFA. Tu peux expliquer un petit peu en 2 mots comment ça fonctionne, ce regard, ce contrôle de l'UEFA? Oui, c'est différent que la DNCG. La DNCG regarde la trésorerie. Est-ce qu'on a assez de trésorerie pour terminer la saison positivement? Là, l'UEFA, c'est plutôt le concept de fair play financier. Donc, il faut être rentable. Il faut avoir une PNL positive, ce qui est très difficile si tu perds plus que 100 millions d'euros de l'année. C'est pour ça il faut des revenus du club lui-même. Injecter l'argent, ça aide la trésorerie, donc ça peut marcher avec la DNCG, mais ça ne marche pas avec l'UEFA. Il y a un reproche, puisqu'on parlait du dossier Mikotadze et Fofana, il y a un reproche qui a pu vous être fait sur RMC, vous allez pouvoir donner votre version et répondre, c'est qu'on a eu l'impression que vous avez travaillé plus sur un départ de Fofana pendant longtemps et qu'à un moment vous avez acté en fin de mercato que ce n'était pas possible et donc vous avez activé le départ de Mikotadze, mais sans forcément penser à un remplaçant pour Mikotadze, alors que c'était une possibilité que vous auriez pu avoir en tête des semaines auparavant. Il n'y a pas l'argent. Non, mais après, on peut faire des joueurs libres, on peut faire aussi des histoires comme ça. Non, ça c'est clair. Non, il y a toujours des offres des clubs, donc on n'acte pas une vente ou une autre. On travaille sur le mercato avec beaucoup de clubs. C'est le réseau, le networking qu'on fait avec tous les clubs pour tous les joueurs. C'est pas l'un ou l'autre. C'est vrai qu'on a reçu très tôt déjà des offres pour Malik Fofana. Donc, il y avait des discussions avec des clubs. Mais là, c'était pas qu'on a à un moment dit il faut faire ça ou ça. C'était clair à la fin parce qu'on avait parlé avec les joueurs que c'est plutôt Georges mais pas Malik. Mais dans le recrutement, c'est pas que on appelle le directeur de recrutement, on lui dit finalement on va vendre quelqu'un d'autre et il faut chercher une position. Mais tous les recruteurs du monde professionnel, ils ont un shadow list avec tous les remplaçants et c'est clair qui est le cible. Donc c'est là, c'est juste que il faut attendre jusque c'est probable qu'il faut signer un joueur sur cette position avant qu'on lance les négociations et les discussions. Et il y a toujours la possibilité de faire un joker, on pourrait y revenir. On va y revenir dans quelques instants, il est 22h16, on se retrouve dans 2 petites minutes avec Michel Gerlinger, DG de l'OL, pour parler de la suite maintenant, les perspectives à venir pour Lyon, évidemment supporter lyonnais, on vous attend également au 32-16. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 22h19, l'after est là avec Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Florent Gautreau, Édouard G qui est avec nous et Michael Gerlinger. Je prononce comme ça parce qu'à l'époque on disait Michael Schumacher. Voilà. Tu fais bien. On fait que tu maîtrises Michael. germanique. Directeur général de... Flo a fait allemand première langue. Pardon, moi j'ai fait de l'allemand à l'école primaire. Oui, en Alsace, même, à l'école primaire. T'es obligé en Alsace. Un enfer. D'ailleurs, tu dis pas Alsace, tu dis Elsace. Voilà. Exactement. Bon. Michel, allons-y sur finissons sur le mercato d'abord, parce que est-ce qu'au final vous êtes satisfait du mercato ou alors est-ce que vous êtes un peu frustré parce que on attendait, tout le monde attendait un deuxième attaquant en fin de mercato qui n'est pas venu? Non, c'est clair, je suis très content, sauf le deadline day, oui. Il nous manque le numéro 9. Oui, voilà, il manque un 9. Oui, alors maintenant, vous pouvez prendre Jean-Louis l'a dit, on peut prendre un 9 libre à Lyon. Hein. Voilà, est-ce que vous travaillez là-dessus ou même sur un joker, quelqu'un qui est sous contrat ailleurs? Est-ce que vous avez repéré des choses? Il y a des noms qui circulent un peu partout. On a entendu Mopé qui n'est pas sur la Ligue des Champions à Marseille, la liste Ligue des Champions à Marseille. Est-ce que ça peut faire partie de vos cibles? Là, Mathieu Louis-Jean et Benjamin Charrier, bien sûr qu'ils travaillent sur toutes les possibilités, mais comme Mathieu a expliqué la semaine dernière, il faut avoir une conviction que c'est le bon choix. Parce que la dernière journée, on était là avec Paulo Fonseca, on a parlé d'un joueur qui était possible et il n'était pas convaincu. On s'est dit, si on n'a pas la conviction, on a un état d'esprit extraordinaire, on veut pas détruire ça, on veut laisser ouvert un peu de budget pour janvier pour avoir la possibilité de réagir. Donc, s'il y a quelque chose où on a une conviction, oui,
Sinon, non. Et vous avez gardé John Molébé aussi dans l'effectif. En fait, si on comprend bien, c'est que ce qui se passe en ce moment, l'équilibre dans le vestiaire notamment et les bons résultats du début de saison, pour vous, c'est un équilibre, bon, comme pour toutes les équipes fragiles, et que vous préférez attendre le mercato d'hiver. Oui, si on a un risque de ne pas garder cet état d'esprit qu'on a, on fait rien jusqu'à janvier, parce que vraiment, c'est ça qui, en ce moment, nous donne l'avantage. On a une équipe, des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de rentrer sur la pelouse pour gagner, pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'on veut. Vous pensez que les difficultés récentes ont quelque part un petit peu soudé l'équipe collectivement? Ça lui a donné une force, en fait? Peut-être ça, oui. Si tu reviens d'une situation de fin juin où tout le monde a cru c'est la fin du monde pour nous et c'est terrible, et tu reviens et tu vois que ça marche, que tout le monde a envie, que tout le monde travaille ensemble, ça te donne de l'énergie. On a beaucoup d'énergie en ce moment. Vous venez d'arriver au club, donc vous regardez la situation. Je reviens un petit peu aux histoires financières. Vous constatez les grandes difficultés, que l'argent perd que le club perd de l'argent depuis 4 ans. Et vous avez évoqué le stade. Moi, je me souviens que j'avais vu Jean-Michel Aulas dans un restaurant à Paris il y a plus de 10 ans. Maintenant, le stade n'était pas terminé. Il était venu avec pas des maquettes, mais des dépliants. Enfin bon, il m'avait présenté le stade. Regarde ce qu'on va faire. Le projet était effectivement magnifique. Le stade, c'était tout beau. Ça devait faire beaucoup d'argent. Il devait y avoir des concerts. Il devait y avoir évidemment le foot. Il devait y avoir 1000 choses. Et ça devait être un tournant historique pour l'OL. 2017, inauguration. On est aujourd'hui en 2025. Je n'arrive pas à comprendre si ce stade rapporte de l'argent à l'OL ou si ça coûte de l'argent à l'OL. Moi, le premier constat, c'est que c'est trop grand. Et je me demande si finalement il a été bien dimensionné, ce stade. Pour moi, il y a quelque part un échec dans ce stade. Non, pour moi, c'est des dimensions qui sont raisonnables. On a un taux de remplissage qui est assez élevé. Donc, pour moi, c'était le problème de la pandémie. Si tu construis un stade avec beaucoup d'espace de hospitalité pour les conférences et tout ça, et tu n'as pas la possibilité de l'utiliser pour 1 an et demi, 2 ans, ça tue le plan financier. Donc c'est clair que c'était le mauvais moment pour le club d'avoir ce problème de pandémie. Il y a plusieurs clubs en Europe qui ont le même problème. C'est comme si tu ouvres un restaurant juste avant la pandémie et tu dois payer les intérêts, mais tu n'as pas la possibilité de l'utiliser. D'accord. Je continue avec les affaires d'argent. Tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer la situation en France de façon plus globale, avec évidemment le point noir, c'est les droits télé. Ça fait très longtemps que nous on en parle ici. Encore une fois, vous venez d'arriver, vous découvrez ce champ de ruines. 2 de vos confrères, collègues, ont parlé vendredi dernier. C'était très important, c'est un événement. Franck McCourt s'est exprimé pour la première fois. Joseph Gourian, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il parlait. Beaucoup de présidents aujourd'hui ont envie de taper du poing sur la table pour dire que la situation doit changer. Ils pointent du doigt la défaillance de la Ligue de football professionnel. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quel regard vous portez sur la situation de notre football d'un point de vue financier? Pour nous, la priorité en ce moment, c'est s'occuper de l'OL. On a assez de choses à faire nous-mêmes. Là, la situation de la Ligue avec les droits télé, bien sûr que ça doit s'améliorer. On a besoin des droits télé normaux, mais il y a beaucoup de gens qui ont plus d'expérience avec la vente des droits télé en France que moi. C'est pour ça, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui se connaissent très bien et moi, je me concentre en ce moment sur l'OL. Si vous, Michael Garlinger, vous concentrez sur l'OL, et c'est compréhensible, est-ce que Michel Kang, par exemple, c'est un des sujets dont elle pourrait s'emparer, comme l'a donc fait Franck McCourt? Parce que je crois savoir que Franck McCourt a échangé avec elle sur la situation. Je suis pas au courant de ça, non. Il y a quelque chose qui nous intrigue quand même, c'est que vous avez passé près de 20 ans au Bayern. Vous étiez dans
dans un championnat qui fonctionne, dans un club opulent, riche, et arriver à l'OL là, avec cette situation financière et toutes les difficultés, ça a dû vous faire un choc quand même, non? Un choc. Je savais que la situation à Lyon était compliquée quand je suis venu l'année dernière. Mon job à l'époque, c'était plutôt gérer le sportif aussi de Botafogo et de Molenbeek. Ça a changé maintenant. Maintenant, je travaille que pour l'OL, mais je connaissais les chiffres. Et c'est un challenge, c'est vrai. Mais oui, c'est comme ça. Hein. C'est pas le Bayern, c'est pas les mêmes ressources qu'on a à l'OL. C'est 6 fois moins que le Bayern de Munich. Donc, je suis très content qu'on a bien joué notre match amical à Munich. Je suis très fier de ça. Et Michel Gerlinger, justement, vous avez évoqué à l'instant Molenbeek et finalement la multipropriété. Est-ce que cet épisode-là n'est pas un épisode funeste dans l'histoire récente de l'OL, et est-ce que John Textor n'a pas failli envoyer tout le monde dans le mur? Non, là, tout ce qui se passe au-dessus de l'OL en ce moment, c'est des choses qui sont gérées par Michel Kang avec les actionnaires pour voir ce qui s'est passé. Nous, à l'OL, on avait des problèmes de trésorerie, comme j'avais expliqué à la conférence de presse. Là, la multipropriété n'était pas vraiment la seule raison pour avoir des problèmes. C'est pour ça que je voulais aussi montrer avec les chiffres des dernières années que c'est pas seulement un problème de multipropriété. Je crois toujours qu'un développement de joueurs est très, très avantageux dans un système avec plusieurs clubs. Par contre, bien sûr, il faut gérer bien un multi-club. Et là, c'est au détriment de l'OL. Ça dépend. On verra ce qu'ils disent les actionnaires d'Eagle. Là, il y avait de l'argent qui est venu de Botafogo à l'OL. Il y a de l'argent qui est parti de l'OL à Botafogo. Et nous, en ce moment, on attend tous les analystes des actionnaires et des prêteurs de Eagle Football Holding. Édouard, on n'a rien oublié? Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que la gastronomie lyonnaise est meilleure que la gastronomie bavaroise? On mange très bien. C'est pour ça. Très similaire, c'est très similaire. Merci beaucoup, Michel Gerlinger. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour reprendre toutes ces questions. Et Edouard, tout ça se fait en toute transparence à l'OL, donc c'est intéressant. Il y a certains clubs qui parfois refusent de parler des questions financières. Alors l'OL, il y a la cotation en bourse qui oblige à la transparence, mais enfin tout de même là, la situation est très claire. Même sous Textor, c'était parfois un peu plus nébuleux. Voilà. Un peu plus nébuleux. Oui. Alors qu'il prenait du temps pour expliquer. Exactement. C'était un peu long, hein, Jean-Louis, tu te souviens? Oui. Là, c'est clair, concis, c'est des points presse d'une demi-heure avec des chiffres, comme l'a dit Michael ici, avec des choses très claires. Et c'est vrai qu'il y a une sérénité autour de tout ce club qui est quand même désormais nouvelle et qui est quand même assez sympa. Et vu que les supporters aussi se retrouvent dans cette nouvelle équipe, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un nouvel élan. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au mois d'août.